bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mathieu Accard. Tu es responsable pour la sélection de versions françaises à la Maison du Whisky. Tu es un grand connaisseur de whisky français et de ses producteurs, aussi de son histoire. Une passion qui se découvre en ligne avec le site whisky-français.com que tu as cofondé en 2017, un projet dans lequel tu pars à la découverte des producteurs français. Et depuis septembre 2023, en papier, avec la sortie d'un très bel ouvrage dont tu es l'auteur, une brève mais intense histoire du whisky français. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on est ici aujourd'hui pour évoquer ton parcours et pour tout comprendre de cette passionnante histoire du whisky français. Et je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui. De même. Écoute, peut-être pour commencer, quelle a été ta première rencontre avec un whisky français ? Alors, je suis pas sûr de pouvoir dater exactement ma première rencontre. En tout cas, la plus marquante et celle qui m'a un petit peu mis sur la route, c'était, ça devait être en 2013 ou peut-être 2014. Je dirais 2013, dans un petit restaurant rue Tolbiac qui s'appelait la Zygothèque et qui était spécialisé dans les repas au whisky. Et ici, il y avait quelques single casks de whisky français, dont un single cask numéro 103 de chez Huberard, la distillerie Bertrand, qui était noir comme de l'encre, le truc, la lumière passait pas à travers du tout. Et en dégustant ce produit-là, je me suis dit, attends, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est un ovni total, mais clairement, sur le plan organoleptique, sur le plan du goût, c'était extrêmement intéressant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait se faire en France, et voilà, à me renseigner sur le sujet. Ok, et concrètement, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans cet univers ? Dans le whisky en général ou dans le whisky français en particulier ? Alors, je dirais d'abord dans le whisky en général et après dans le whisky français en particulier. Alors, dans le whisky en général, c'est une passion qui se transmet de père en fils depuis plusieurs générations. Donc, j'étais très, très intéressé par le whisky et assez connaisseur de whisky écossais. Et avant ça, dans une autre vie, j'étais auteur de bande dessinée. Et la BD, c'est génial. Simplement, c'est une passion qui prend beaucoup de temps et qui est compliquée pour dégager des revenus pour en vivre. Du coup, je me suis dit, Mathieu, c'est quoi ta deuxième passion ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et c'est à ce moment-là que j'ai été toqué à la porte de la Maison du Whisky et que j'ai pu intégrer les équipes du retail, notamment à la boutique d'Odéon. Donc j'ai commencé vraiment comme ça dans le whisky. Et le whisky français, c'est vraiment venu avec cette rencontre un peu impromptue avec le fût 103 de chez Huberard. Où là, je me suis dit que c'était intéressant de creuser. Et en fait, plus j'ai creusé, plus je me suis rendu compte qu'on faisait des choses passionnantes en France. Et surtout qu'on faisait des choses on innovait dans une industrie qui avait été quasiment immobile pendant plusieurs décennies. D'accord. Et tu as cofondé le site whisky-français.com en 2017. Pourquoi cette envie à la fois de raconter l'histoire, mais aussi l'actualité du whisky français ? Alors là, pour le coup, j'étais donc avec un collègue, Xavier Brevet, on cherchait un petit peu des informations sur les whiskies français sur Internet. Et il y avait des gens qui essayaient de faire un petit peu le boulot, mais c'était très, très désordonné. Il y avait beaucoup de choses fausses qui circulaient. Donc c'était assez compliqué de comprendre ce qui se passait dans le whisky français. Et donc assez naturellement, on s'est dit, on va prendre la voiture, aller voir les producteurs un par un et commencer à les référencer sur un site internet de manière à ce qu'on puisse avoir une information vérifiée. C'est pour ça que sur le site d'ailleurs il y a un petit tampon avec marqué je crois que c'est approuvé par le producteur ou quelque chose comme ça. L'idée c'était vraiment de donner la parole aux producteurs français en leur laissant le contrôle de ce qu'on disait. Donc tous les articles qui sont sur ce site sont relus, validés et approuvés par les personnes dont il est question. Ça me permet, un, de pas dire de bêtises, et deux, de pas commettre d'impair ou de les mettre dans une situation inconfortable, par exemple.
Donc voilà un petit peu comment ça a commencé. Et donc on prend la voiture et on commence par se faire des petits road trips de 2, 3, 4, jusqu'à 5 distilleries par jour pour aller rencontrer les gens et écrire un maximum de choses et essayer de consigner tout ce qui se passait sur le whisky français. À cette époque-là, il n'y avait pas du tout l'enthousiasme qu'il y avait aujourd'hui. Et au sein des amateurs de whisky, on était quand même plutôt vus comme des ovnis. Whisky français avait plutôt mauvaise presse. On vendait quelques bouteilles de whisky breton pour l'anniversaire du copain breton pour faire une blague, quoi. Mais on n'en était pas encore au niveau de reconnaissance qui a été acquis aujourd'hui. Ok. Et si on entre, alors je dirais tout de suite dans le vif du sujet, sur cette histoire du whisky français, à quand remonte l'émergence du whisky français et comment celui-ci a-t-il émergé ? Alors, c'est une bonne question qui est beaucoup plus floue que ce qui n'y paraît. Parce qu'en général, on parle de 1983, qui est le début du projet à Waregem avec Gilles Desours. Mais en creusant un peu dans les archives, on retrouve des choses beaucoup, beaucoup plus anciennes. Alors, il faut savoir, pour se remettre dans le contexte, qu'en Écosse, la date qui fait foi, c'est fin du XVe siècle, des balles de malt pour le frère John Corr pour produire de l'aquavitae. Donc on doit être en 1490 et quelques. Et moi, en cherchant dans la BNF, je remonte à 1510. Donc je suis sûr qu'en grattant encore un peu, voilà, s'il y a des historiens qui écoutent ce podcast, je suis sûr qu'en grattant un peu, on peut trouver des traces de distillation de cervoise ou de bière avant même les Écossais en France, puisqu'on avait tout sur place. Oui. Donc voilà, en creusant, il y a toutes ces petites traces qu'on trouve donc à partir de 1500 avec des moines, des médecins qui cherchent à produire des eaux de vie. Et ensuite, il y a un gros coup d'arrêt majeur qui est 1713 et notre bon roi d'alors, Louis XIV, décrète qu'il est absolument interdit de distiller tout ce qui ne serait pas du vin, tout ce qui ne serait pas issu du raisin. Donc officiellement, pour des raisons de santé publique, officieusement, on y verra les débuts flamboyants du lobby du vin sur cette catégorie. Donc du coup, par décret, interdiction des grains, interdiction des mélasses, interdiction des lits, et pendant quasiment 2 siècles, il ne se distille plus de céréales en France, à une exception près, qui est la distillerie de Dunkerque, qui produit du genièvre, donc un alcool de grain aromatisé au baies de genévrier, et qui a le droit d'en produire sur le sol français à la seule et unique condition de l'exporter intégralement. D'accord. Mais pour le reste, pas de distillation de grains en France. Donc ça met un sérieux coup d'arrêt à une industrie qui était naissante. Et il faut attendre 1789 pour que tous les interdits sautent. On remet tout à zéro et tout ce qu'avait dit les rois est forcément remis en cause. Et donc là, on retrouve quelques traces de distillation, sauf que début 19e, en 1815, date à vérifier, vous avez la fameuse éruption du volcan Tambora qui va projeter, donc c'est à l'autre bout de la planète, hein, mais ça va projeter un nuage de particules en haute atmosphère qui va générer des hivers, des années sans été en Europe. Et du coup, là, les récoltes de grains sont extrêmement mauvaises, et donc quand la famine tape à la porte, on évite de distiller le grain, on le garde pour manger un petit peu, et donc de nouveau, la production d'alcool de grain tombe en désuétude en France. Après, il se passe un petit peu de temps, le genièvre commence à se développer, et on arrive au début du XXe siècle. Et alors là, c'est rigolo, parce que les archives sont beaucoup, beaucoup plus fournies, et notamment l'une des archives qui m'a pas mal amusé, c'est au tout début du XXe, il y a un compte-rendu de procès d'un marchand qui se retourne contre la personne qui lui a vendu des bouteilles de whisky au motif que c'est du whisky, il y a marqué whisky français dessus, que donc c'est français, que donc c'est pas du whisky, parce que le whisky ça peut pas être français, quoi. Et à ce moment-là, le tribunal juge et rappelle que non, whisky c'est absolument pas une appellation d'origine, et que donc il n'y a aucune raison de porter plainte, le whisky peut être français. Donc ça prouve un petit peu par biais qu'il y avait quelques caisses de whisky français qui circulaient à l'époque. Ensuite, on retrouve plein de marques tout au long du début du XXe, plein de marques où en gros, on achète un petit peu de single malt en Écosse, on le mélange avec beaucoup d'alcool de grain produit en France, on lui met un nom plutôt écossais, plutôt à consonance anglo-saxonne, parce qu'à l'époque, revendiquer du whisky français, ça aurait pas du tout marché. Et donc on va trouver pas mal de produits, Black & Tan, Nelly Hanson, des noms un petit peu comme ça, qui veulent pas dire grand-chose, qui sont des whiskies à minima semi-français.
au sens où une bonne partie de l'assemblage est produit en France. Et du coup, c'est un de ces whiskies-là, justement, qui va arriver jusqu'à la table du président en 1983. Et c'est un produit qui s'appelle le Biniou, qui s'appelait le Royal numéro 1 avant, qui est distillé à entrain, et qui, voilà, c'est encore une fois 90% de grains et quelques pourcentages de malt écossais. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve l'article du Monde de l'époque où le journaliste parle d'un scotch français à la table de l'Élysée. Donc déjà, scotch français, on appréciera le non-sens. Mais il dit en gros, voilà, c'est un article qui traite plutôt de politique, mais tiens, c'est étonnant, il y a un scotch français sur la table. Et c'est en lisant cet article-là que Gilles Lézour, en Bretagne, va se dire, attends, on peut faire du whisky en France ? Allons-y, je vais faire du whisky avec la distillerie que j'ai récemment repris à Lannion. En fait, c'est hyper important de garder en tête que pendant tout ce temps-là, il y avait un verrou psychologique. On s'interdisait de faire du whisky en France parce qu'on pensait un peu, sans s'être trop posé la question, que le whisky, ça devait être écossais ou irlandais. De la même manière que le cognac est une AOC, on aurait pu imaginer que le whisky soit de même. Et donc on s'est beaucoup freiné a priori, et à partir du moment où ça a été lancé par Gilles Lézour, ça va prendre encore quelques décennies, mais l'histoire était en marche. D'accord. Donc dans l'histoire récente du whisky français, 1983 date un peu fondatrice. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, il y a de nombreuses initiatives qui ont émergé, alors en Bretagne, en Alsace, en Lorraine, dans le Nord ou encore en Corse, avec de beaux projets. Parmi tous ces projets, est-ce que il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Il y en a beaucoup qui m'ont particulièrement marqué, mais si je reprends le tout début, tu vois, tu disais donc 1983, Gilles Lézour, ancien pharmacien, reprend la distillerie Waregem et il se lance dans un whisky. Et là, Gilles, c'est quelqu'un de pragmatique. Il regarde ce que font les Écossais et il se dit, bon, comment ils font ? Ils ont 2 siècles d'expérience, je vais m'inspirer de ça. Et il produit ce que j'appelle, moi, la première voie du whisky français, qui est une voie qui assume sa filiation par rapport à l'Écosse, et qui s'inscrit vraiment dans la continuité. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les whiskies armoriques de la distillerie Waregem sont des très très beaux distillats élevés en fût de sherry, en fût de bourbon, et qui se comparent point pour point à des whiskies écossais. Et juste après, il y a un deuxième projet que je trouve absolument génial, qui est un peu la deuxième voie, qui est le projet qui est totalement à l'opposé, qui est celui de Guy Lelay, de la distillerie des Menhirs, et qui lui se dit, ouais, du whisky, pourquoi pas, à condition de ne surtout pas faire comme les Écossais. Ça m'intéresse pas du tout. Et donc, en rentrant d'Écosse, un jour, il passe devant un champ de blé noir, il se dit, tiens, je suis breton, le blé noir, c'est la céréale bretonne par excellence, je vais donc faire du whisky de blé noir. Et ça, c'est totalement disruptif, selon le mot consacré aujourd'hui. Et donc, il ouvre une totale différente voie, puisqu'il va distiller du blé noir dans des alambics charentais, donc dans des alambics de type français, qui va élever dans des anciens fûts de cognac, donc là encore, une fabrication française. Et donc, il va vraiment prendre le contre-pied de Gilles Lézour, et à eux deux, je pense que tout le champ des possibles du whisky français se situe entre les 2 pionniers, donc la distillerie des Menhirs et la distillerie Waregem. Ça, c'est un projet qui m'a beaucoup passionné, pour le coup, les Menhirs, surtout qu'aujourd'hui, ils sortent des trucs qui sont vraiment très solides. Et j'aime beaucoup ce que fait Waregem, mais il y a toujours une petite affection pour les challengers, les gens qui vont un petit peu là où personne n'a été avant. Donc clairement, le projet de Guy Lelay aujourd'hui de ses enfants, c'est passionnant. Après, tu parlais de Mavella en Corse, du Nord, etc. Un petit point qui est intéressant dans l'histoire, c'est que effectivement, juste avant les années 2000, on a la distillerie Clessens qui distille tout au Nord, on a Gilbert Hall qui s'est lancé en Alsace, et on a Mavella qui s'est lancé sur l'île de Corse. Donc ça, plus les 2 Bretons, on a les 4 points cardinaux qui sont balisés, et en fait, on a déjà une bonne couverture alors qu'on est tout juste en 2000. Ensuite, entre 2000 et 2010, on arrive à une 20aine de distilleries, donc ça reste tout petit. Ouais. Et en 2009, il y a l'un des projets que moi je trouve absolument passionnant, qui est celui de Frédéric Révol au domaine des Hautes-Glaces, où là, on va aller chercher à capter le terroir, à comprendre si le terroir est une notion pertinente dans le whisky. Là, on fait quelque chose qui est extrêmement rafraîchissant, puisque dans le whisky, la question de la céréale était vraiment pas du tout traitée pour la majorité des Écossais, qui voient les distilleries comme de l'industrie, tout simplement. Une bonne céréale,
C'est une céréale qui est OK au niveau du goût, mais qui va avoir un rendement maximal. Donc un maximum d'amidon dedans, avec lequel on va pouvoir extraire du sucre, faire un brassin assez fort en degrés, et en gros vous faites un calcul, vous me dites 1 hectare ça me rapporte tant de litres de whisky, et une bonne orge c'est celle qui m'en rapportera le plus. Et donc mécaniquement ils se sont tous portés sur des orges assez similaires, avec pour objectif le rendement. Ce qui est intéressant en France, c'est que nous on n'a pas du tout ce réflexe-là. On a des réflexes issus du monde viticole. Et quand vous allez acheter une bouteille de vin, vous voulez savoir si c'est du Gamay, du Syrah. Et puis vous allez vous intéresser au terroir aussi. Vous allez savoir que c'est pas pareil d'un côté de la route que de l'autre côté quand vous êtes en Bourgogne. Donc on a un attachement à la matière première très très particulier qui fait que quand Frédéric Révolt se lance, il a ces réflexes-là en tête. Il se dit attends, whisky, ok, mais quelle est la place de la céréale dans le goût de ce que je déguste? Et là, c'est un projet qui mérite de s'y pencher très clairement. Là, on évoque effectivement, je dirais, des acteurs qui sont tout de suite entrés par le prisme de la distillation. Mais comme tu le dis dans ton ouvrage, il y a entre les années 2001 et 2010 les brasseurs aussi qui s'intéressent à l'élaboration de whisky français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors effectivement, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que la bière et le whisky, c'est quand même assez proche. Dans les deux cas, il s'agit de prendre de la céréale qu'on fait malter et créer un brassin avec. Alors pour de la bière, je la mélange, j'en fais de la farine, je la mélange à de l'eau chaude et je vais avoir une phase d'ajout de houblon et d'ébullition. Pour le whisky, on n'a pas cette phase d'ajout de houblon, mais on va aller sur la distillation puis le vieillissement derrière, donc c'est vraiment de produits qui sont très proches. Et nous, la bière en France, on savait déjà faire. Il faut savoir qu'en France, on est un des leaders mondiaux de la production de malt. Et on a du savoir-faire brassicole. 1664, j'imagine que c'est une date emblématique, mais qui rappelle qu'on sait faire ça depuis longtemps. Et donc mécaniquement, les brasseurs étaient l'une des catégories assez évidentes pour se lancer dans le whisky. Et on va en avoir de plus en plus qui vont commencer à se dire tiens, je vais distiller ma production. Et puis je vais je vais skipper la partie d'ajout de houblon et je vais distiller un wash et je vais faire mes barriques de whisky. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que ces brasseurs-là, en plus, en phase 2, ils ont une industrie quasiment morte qui est celle de la distillation à façon. Puisque dans les années 60, il y a un décret qui passe qui va mettre fin à ce qu'on appelle le privilège de bouilleur de cru. Et donc petit à petit, le nombre d'alambics ambulants va péricliter, tout simplement parce que le nombre de gens éligibles à la distillation de leur cru diminue. Donc c'est vraiment un business model qui s'éteint et qui va trouver avec les brasseurs et le whisky un relais assez inattendu. Et donc l'une des histoires intéressantes, c'est celle de Bruno Mangin. On est brasserie Rouget de Lille à Blétérance dans le Jura, qui fait une excellente bière et qui va préparer un excellent wash et qui va se rapprocher d'une petite brûlerie à côté. Donc une brûlerie, c'est un autre nom pour une distillerie, qui dispose d'un alambic ambulant assez ancien, et ensemble ils vont commencer à produire quelques barriques de whisky petit à petit, qui vont devenir assez emblématiques, qui sont des grands produits et qui permettent à des machines qui étaient vouées à l'extinction de fonctionner de nouveau. Donc ça, c'est vraiment une partie dans le whisky français que je trouve assez sympa. C'est finalement, on a un patrimoine de la distillation en France qui trouve un relais de croissance inattendu. Et c'est le cas pour cette histoire avec Bruno Mangin, mais pour beaucoup d'autres. Je pense notamment à la distillerie Nalin, où c'est l'une des rares distilleries à encore faire sillonner l'alambic dans les monts du Lyonnais. Et donc si vous allez pendant la campagne de distillation, vous avez un tracteur qui tire un alambic à travers des paysages vallonnés assez sympathiques pour aller distiller des bières, des lits, des mares dans différents villages. Donc les brasseurs, oui, c'est une catégorie évidente. Je citerai aussi Ninkasi, qui est quand même un gros projet sur le sujet, que si vous avez des auditeurs près de Lyon, je pense qu'il n'y a pas de sujet, ils connaissent. Et inversement, si vous avez des auditeurs près de Lille, la bière Page 24, faite par la brasserie Saint-Germain, a donné naissance à un projet de distillerie qui s'appelle TOS, et qui là aussi est assez passionnant, avec des produits un peu hybrides par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire extrêmement classiques dans le vieillissement, des fûts de Moscatel, des fûts de Bourbon, des fûts de Sherry, mais distillé avec un petit alambic Holstein, donc un petit alambic à colonne qui n'existe pas du tout en Écosse pour le coup, mais qui fait des whiskies qui sont extrêmement doux et suaves pour le coup.
Là, on a évoqué un peu effectivement cette phase de création, les premiers remous, la montée en puissance. Mais aujourd'hui, on assiste quand même à une phase d'accélération forte. Dans ton livre, tu parles du rôle de notamment la disparition de la mention No Waste Statement, sur les bouteilles qui ne comportent pas de compte d'âge. Et tu parles aussi de la multiplication des expérimentations sur des fûts et de la notion de finish. Comment est-ce que tous ces éléments ont aidé et ont permis l'accélération du whisky français ? Alors oui, effectivement, il y a, et c'est là que je pense qu'on voit que on est dans un moment assez intéressant, c'est que le contexte du whisky, en règle générale, se montre favorable à l'émergence du whisky français, mais un peu par accident ou parce que c'est le bon moment. Mais en fait, si vous voulez, l'industrie du whisky a connu une dernière grande crise de surproduction dans les années 80. Donc les distilleries en Écosse avaient beaucoup de stock. Hein. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que certaines distilleries iconiques ferment. Et c'est ce qui fait qu'à partir des années 2000, les équipes marketing qui reprennent le business des distilleries sont assis sur un tas de très 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 vieux whisky. Et donc l'idée marketing selon laquelle plus c'est vieux, plus c'est bon, commence à être extrêmement poussée à ce moment-là. C'est-à-dire vraiment toute la communication est faite sur le 18 ans est meilleur que le 12 ans, quoi. Ça paraît évident. Et aujourd'hui, ça paraît encore évident dans la tête de beaucoup de personnes. Sauf que dans la réalité, je pense notamment aux amateurs de whisky tourbé, je leur conseille de comparer Lagavulin 8 et Lagavulin 16. C'est pas dit qu'ils préfèrent le 16, parce qu'un whisky tourbé, c'est extrêmement bon quand c'est frais, quand vous avez un vieillissement qui laisse de la place au distillat, puisque la tourbe est vraiment dans le distillat, mais non pas dans le vieillissement. Donc il y avait vraiment cette idée-là un petit peu simpliste de plus c'est vieux, plus c'est bon qui s'était installée. Ça a très bien marché. Le whisky est une industrie qui s'est extrêmement bien portée, qui se porte toujours d'ailleurs assez bien. Et du coup, les volumes qui étaient disponibles dans les distilleries ont commencé à baisser. Du coup, des distilleries iconiques, je pense Glenmorangie par exemple, qui sortait tout le temps des comptes d'âge, ou même Macallan, Macallan qui sort des séries il y a une dizaine d'années qui s'appelaient Amber, Sienna et Ruby, qui commencent à sortir ce qu'on appelle des NAS, donc pour No Age Statement, c'est-à-dire en gros, on va plus afficher un compte d'âge sur la bouteille, on va communiquer sur autre chose. On va communiquer sur notre maître de chai, notre capacité d'assembler, nos fûts. On a des nouveaux finishes qui apparaissent. Ça, il faut rendre à Bill Lumsden de Glenmorangie la paternité de ce mouvement-là, qui va lancer Glenmorangie Nectar d'Or. C'est vieilli en fût de Sauterne, donc c'est différent et ça devient un argument marketing un petit peu différenciant. Et donc finalement, le whisky français, qui lui ne peut pas faire les économies d'échelle qui sont réalisées en Écosse, parce que les unités de production sont toutes petites, on se rend pas compte, mais en France, vous avez des producteurs qui tournent avec des alambics de 300 litres. Donc c'est plusieurs jours pour remplir une barrique. À côté de ça, Glenlivet produit en quelques jours l'équivalent de la production française. Donc il y a vraiment deux tailles extrêmement différentes. Et ils peuvent pas faire les économies d'échelle et se battre sur les prix pour des très, très vieux comptes d'âge, mais on a un paysage viticole, un paysage de production qui fait qu'on a accès à beaucoup de barriques différentes. Et donc dans le whisky français, ce qui est passionnant, c'est que pendant presque 15 ans, ça va être un petit peu n'importe quoi, mais de manière assez joyeuse. Tout le monde va tester le fût d'à côté. Alors on va tester tous les fûts de vin rouge, tous les fûts de vin blanc, on va tester les fûts de vieille prune, les fûts de cognac, les fûts d'armagnac, les fûts de calva. On va s'autoriser beaucoup de choses, là où les Écossais, eux, étaient extrêmement encadrés, et donc sont beaucoup plus sages dans leurs expérimentations. Et nous, forcément, il y a des trucs qui ont pas trop marché, mais on va aussi découvrir des choses qui marchent extrêmement bien. Je pense par exemple à l'utilisation de fûts de vin blanc sec, qui se révèlent extrêmement efficaces, le fût de Sauterne bien entendu aussi, le fût de cognac c'est intéressant. Et donc on va commencer à pouvoir proposer des produits vraiment différents en parlant un petit peu de notre savoir-faire sur d'autres catégories, et ça va permettre au whisky français de conquérir de nouveaux amateurs. Malgré le fait qu'ils ne soient pas capables d'afficher 10, 15 ou 20 ans aujourd'hui. Ça viendra, il y a quelques distilleries qui arrivent à sortir du 10 ans, mais c'est des volumes extrêmement petits, comparativement à ce que peuvent faire les Écossais. Et puis, dans le fond, je suis persuadé qu'on peut faire du très très bon whisky en 5 ans. Oui. Tel que le faisaient les Écossais à l'époque, dans les années... J'ai quelques vieux bouquins dans les années 60. Un bon whisky, il est bien à 5 ans, à 8 ans, il est très bien, il est au summum à 10. À 12, il est un peu passé.
Et au-delà, ça n'a pas d'intérêt. Et vous voyez ça écrit en anglais dans des bouquins en Écosse dans les années 60. Donc, je profite de ton podcast pour rappeler que il y a un peu un effet de mode derrière cette logique de plus c'est vieux, plus c'est bon. Et c'est plutôt plaisant de voir qu'on en sort. Ça va permettre aux producteurs de proposer des choses un peu différentes et d'amener un peu de fraîcheur dans cette industrie. Ok. Aujourd'hui, comme on l'évoque un peu, on est dans une phase d'ébullition extrêmement importante. Le nombre de distilleries de whisky est passé de 35 en 2015 à plus de 100 actuellement, avec de très nombreux projets en cours de développement. On atteint aussi une certaine maturité avec l'arrivée sur le marché des premiers comptes d'âge importants. On a vu le Idiot Graal et ses 21 ans. On parle aussi d'IGP Whisky de France. Comment est-ce que toi, tu imagines la suite du développement du whisky français dans les prochaines années ? Alors, pour le coup, ça va être le bouquin. C'était un bon moment pour l'écrire parce qu'on estimait justement que la première phase était terminée et que là, on rentre vraiment dans une deuxième ère de développement, puisqu'effectivement, on est à l'ère où les volumes arrivent. C'est-à-dire que concrètement, l'année dernière, on a produit à peu près 4 millions de bouteilles et on en a vendu 1,5 million. Ça veut dire qu'il va falloir sérieusement augmenter les ventes dans les années suivantes si on veut pouvoir écouler les stocks qui sont produits actuellement. Ça, c'est notamment dû aussi à tout l'appareil industriel de cognac qui s'est mis à produire du whisky. Les cognacais, pendant longtemps, se sont refusés à produire de l'alcool de grain qui voyaient comme étant moins noble que le brandy ou le cognac. Et donc, finalement, c'est assez tardivement qu'ils arrivent dans l'industrie du whisky. Et aujourd'hui, ils produisent des volumes assez conséquents, donc qui permettent de parler plus du whisky français, d'avoir des prix aussi plus attractifs. Donc, c'est plutôt positif, mais il va falloir quand même maintenant, effectivement, s'organiser. Donc l'IGP fait partie de tout ça. Le but, c'est de mettre bon ordre et de permettre de garantir une origine France aussi pour les marchés export, de se débarrasser des indélicats, parce que un business qui fait de la croissance comme celui du whisky français, forcément, vous avez quelques personnes qui vont acheter du whisky en vrac à l'étranger, l'assembler en France, et puis mettre le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Et en fait, en s'appuyant sur le code des douanes, ça passe. C'est pas moral, mais est-ce qu'on peut dire que c'est totalement illégal ? On est dans une sorte de flou juridique selon la réglementation à laquelle on se réfère. Donc tout l'intérêt de l'IGP, ça va quand même être de faire un petit peu le ménage dans tout ça et de clarifier qu'est-ce que c'est qu'un whisky français. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un whisky soit français. Donc je pense que ça va faire du bien. Alors la Fédération du whisky de France est très enthousiaste en termes de délai. Ils s'imaginent une réglementation d'ici 1 an. D'expérience avec l'INAO, ça peut être un peu plus long, mais bon, clairement, avant la fin de la décennie, on sera organisé sur ce plan-là, donc ça c'est une très bonne chose. Et pour la suite, comment je vois le développement du whisky français, je pense qu'on va continuer à avoir une augmentation du nombre d'acteurs, donc on va tranquillement atteindre les 150 distilleries en France. En revanche, je pense qu'il va y avoir des petites tensions sur les prix, il va falloir être assez compétitif niveau prix. Et donc on va forcément assister aussi à quelques fermetures. On va être en fait dans une phase de restructuration du marché, assez naturelle quand une industrie émerge. Et c'est en ce sens-là que le bouquin, c'est l'émergence. Et maintenant, on rentre dans une deuxième phase qui va être très intéressante aussi parce qu'elle va nous permettre de proposer des produits accessibles, à bon prix, au risque que certaines petites distilleries aient du mal à suivre. Si maintenant on prend un peu de recul, en France, on a très clairement tout pour produire de grands whiskies. On maîtrise la culture de l'orge, on maîtrise le maltage, on maîtrise le brassage, la distillation. On a un savoir-faire qui est historique, notamment dans tout ce qui était eau de vie de fruits. On a des alambics fabuleux dans toutes nos régions. On a aussi on a un paysage viticole qui est très important, qui nous offre, comme on a pu le dire, une diversité de fûts assez unique à exploiter. Est-ce qu'on voit se dessiner un peu un style commun au whisky français, un peu une marque de fabrique, une patte, ou est-ce qu'au contraire, la force du whisky français, c'est d'avoir une multitude de diversités de styles qui cohabitent tous entre eux ? Bonne question aussi. Je rajoute juste par rapport à ce que tu disais sur la partie, effectivement, on a tout plein de savoir-faire, grosse production de malt, savoir-faire en distillation, savoir-faire en brassage, en maltage. Il y a aussi un avantage
tactique extrêmement important de la France, qui est la gestion de nos forêts par l'ONF, qui est une gestion très très bien menée. Aujourd'hui, les forêts françaises retrouvent de la croissance, grandissent, et on a une très très belle gestion de nos forêts. On a une vraie connaissance en méranderie, puis en tonnellerie. Et aujourd'hui, on est capable de produire des fûts neufs qu'on a beaucoup utilisés pour l'industrie du vin. Mais les grandes tonnelleries comme Taranso, Sogamoro se sont intéressées au whisky et produisent aujourd'hui des profils de barriques qui permettent de faire des whiskies de très grande qualité. Donc ça, je pense que c'est un avantage tactique qui est jusqu'à présent a été peu utilisé. On se disait l'avantage sur les barriques, c'est pouvoir utiliser nos fûts de vin. Alors oui, c'est vrai. Je pense que l'utilisation des fûts neufs va être aussi assez structurante dans un marché en plus de la barrique qui est vraiment sous tension. Aujourd'hui, il faut savoir que pour acheter une barrique de Bourbon, par exemple, un ex-Bourbon, le prix a été multiplié par 3, si ce n'est par 4. Donc arriver avec des fûts neufs à des prix corrects, ça va devenir intéressant. Je pense par exemple à la distillerie de la Mine d'Or qui construit son chai un peu à la Cognacès, c'est-à-dire avec une proportion de fûts neufs, une proportion de fûts de second remplissage et une proportion de fûts roux, donc des fûts qui ont déjà beaucoup servi. Pour créer un profil, ça va être assez intéressant aussi. Et d'un autre côté, effectivement, les projets comme Ninkasi qui eux s'appuient sur du vinaire, donc des barriques de vin, pour proposer des choses assez différentes. Et donc ça commence à répondre un peu à ta question sur celle du style. Et ce que je réponds souvent quand on me pose cette question-là, c'est de regarder un autre savoir-faire français qui est la gastronomie, et de se rendre compte que finalement, entre la galette bretonne et la choucroute, ça laisse quand même beaucoup d'interprétations possibles. Et donc je pense que non, clairement, le whisky français, une de ses forces et une de ses faiblesses, ça va être de continuer à être extrêmement divers et extrêmement varié pendant de longues années. On me dit souvent qu'il pourrait émerger des styles régionaux. En fait, pas tellement. On parlait tout à l'heure de la distillerie des Menhirs et de la distillerie Waregem, qui sont toutes deux en Bretagne, et qui, à elles deux, sont des projets extrêmement diamétralement opposés. Donc je crois pas non plus à une approche régionale. Je pense qu'en fait, il y aura le style français éventuellement pourrait passer par la taille des unités de production. Et d'ailleurs, le cahier des charges qui est Alinéo prévoit de plafonner la capacité de production des distilleries. Et donc on pourra dire, sans se tromper, que l'un des points communs de toutes les distilleries françaises, c'est probablement l'artisanat et le côté un peu cousu main. On est dans une approche du whisky où on peut quasiment suivre les barriques une à une, même des grosses distilleries comme Roselier ou Waregem. Quand on va les voir, ils connaissent leur fût, ils peuvent se dire « Attends, j'ai pensé à un fût pour toi, il est dans le rack là-bas, etc. » Et donc il y a une taille qui permet d'être très proche du produit. Et ça, je pense que ce sera un dénominateur commun du whisky français. Ouais, un esprit, un savoir-faire, un côté cousu humain, et puis aussi une connaissance et une appétence pour le goût, finalement. Exactement. Par contre, du coup, connaissance et appétence pour le goût, ça indique que on va produire plein de goûts différents. Et donc on ne pourra pas avoir des critères organoleptiques et dire par exemple le whisky français est doux et fruité. Ça risque d'être compliqué. Surtout qu'on a des gens qui adorent la tourbe en France, donc ça c'est un autre sujet aussi. Ouais, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans un prochain podcast. Avec plaisir. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'ai encore quelques questions. Si tu devais conseiller 3 distilleries pour une initiation au whisky français? Alors du coup, j'en ai déjà cité 2. Je pense qu'il faut absolument commencer par le commencement et aller sur un whisky armorique, donc de la distillerie Waregem. Le double maturation, par exemple, qui est un peu un des produits phares et qui en plus intègre une partie de vieillissement en chêne breton, donc un petit peu de local. D'un autre côté, il faut poursuivre avec la distillerie des Menhirs, goûter les premiers et les seuls et uniques whisky 100% blé noir au monde, et mesurer à quel point ça peut être différent. Et pour le troisième, c'est compliqué de se limiter qu'à 3 quand même. J'irai sur la distillerie Castan pour 2 raisons. Parce qu'ils ont un produit tourbé, et donc c'est toujours bien dans une initiation de terminer par un tourbé. Et parce que eux, ils sont assez emblématiques de ce qu'on a pu faire d'innovant en distillation. Donc à la distillerie Castan, on est dans le Tarn, et eux ils utilisent un ancien alambic à fruits qu'on appelle un alambic à vase. En fait, il y a plein de modèles différents, il y a l'alambic bourguignon, mais le leur a 4 vases, et il est suivi de petites colonnes de distillation derrière.
Et donc il a une manière de produire du whisky qui est absolument unique en injectant directement de la vapeur dans le brassin. D'accord. Donc c'est un mode de chauffe totalement inédit. En Écosse, vous avez soit la chauffe directe à flamme nue, soit la chauffe indirecte avec un serpentin dans l'alambic. Et là, vous avez ce nouveau mode de chauffe qui est par injection directement de vapeur dans le brassin et qui permet d'obtenir des distillats extrêmement doux, extrêmement suaves, et ce qui fait que le Teroxita, donc de Castan, est un produit tourbé, mais avec une texture huileuse, c'est rond, c'est hyper accessible, et ça fait partie des produits aussi qui m'ont convaincu de creuser en 2015, la première fois que je l'ai goûté, en me disant tiens, je vais le tester en masterclass. Et j'avais des gens, je faisais des masterclass donc sur le whisky en règle générale. Je mettais celui-ci et les gens, alors même que c'est du fût de vin, que c'est de l'alambic qui n'a rien à voir avec l'Écosse, voyaient pas le problème et le trouvaient extrêmement bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est produit totalement différemment, mais que sur le plan organoleptique, ça reste assez sage finalement. Donc voilà pour les trois. Après, je recommande quand même d'aller voir au domaine des Hautes Glaces. Mais c'est ton joker. Voilà, c'est mon joker. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un travail passionnant. Ils viennent de sortir une nouvelle gamme avec un produit qui s'appelle Indigène. Il faut savoir que au domaine des Hautes Glaces, donc il y a une approche extrêmement. Enfin, c'est une ferme distillerie. Ils font leur orge, mais ils vont jusqu'à gratter les épis d'orge pour récupérer les petits ferments, les petites levures qui sont dessus, qui vont cultiver dans un réacteur et dont ils vont se servir pour fermenter le mou. Donc c'est un niveau de purisme jamais atteint dans l'histoire du whisky. Ouais, une autre histoire passionnante à suivre. Ouais, de près. Ça nous emmène à notre deuxième question. À quelqu'un qui connaît déjà un peu le whisky français, qui souhaite découvrir de nouvelles choses, est-ce qu'il y a un projet en cours qu'il faut suivre de près dans les prochains mois ou dans les prochaines années qui te fait particulièrement vibrer? Il y a plusieurs projets. Il y a pour les gens qui veulent se rassurer, on va dire, et rester dans la première voie du whisky français que j'ai décrite tout à l'heure, celle de Gilles Lézour, je conseille de se pencher sur la distillerie Strobel, qui est maintenant rebaptisée Maison Gilles Victor, qui produit des distillats de très 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 grande qualité, qui a construit un réseau pour aller sourcer des barriques de sherry dans des bodegas exceptionnels, et qui va sortir un whisky très prochainement. Et honnêtement, j'ai goûté les New Make, les Presque Whisky. En termes de qualité, c'est exceptionnel. Ça boxe dans la catégorie des Écossais sans problème, même si Gilles Victor, le maître distillateur, vous dira que oui, c'est juste un peu correct. C'est quelqu'un de très humble. Et c'est bien, parce que l'humilité, ça lui permet d'affiner toujours de plus en plus ce qu'il fait. Et donc ça, c'est un très très beau projet qui s'inscrit dans la voie, on va dire, écossaise, et qui convaincra, je pense, tous les gens un petit peu sceptiques qui se disent que le whisky est juste écossais, qui peut être français. Et là aussi, j'utilise mon joker. Et l'autre projet que je trouve passionnant, effectivement, c'est le Château du Barou, qui là s'inscrit clairement dans la deuxième voie du whisky français, donc celle de Guy Lelay, avec un jeune couple qui s'est installé dans le Château du Barou, qui est une ruine, et qui lance un projet de fabrication de whisky sur place pour restaurer le château, pour le faire vivre. Et en fait, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont dit, attends, on va faire du whisky, mais nous, on veut faire quelque chose qui ait une identité assez forte. Et autant vous avez le Sarrasin en Bretagne, qui est assez logique, autant en fait en Haute-Provence, vous avez une IGP autour du petit épeautre de Haute-Provence, oui, qui est une céréale assez rustique, un ancêtre du blé, qui du coup a l'avantage de extrêmement bien tenir le choc par rapport aux événements climatiques, notamment aux fortes canicules qu'on peut avoir actuellement, et qui donne un whisky hyper doux, hyper suave. Et en plus, donc, le projet du Château du Barou, c'est un projet hyper solide avec une micro-malterie, micro-brasserie, micro-distillerie, tout sur place. Et une approche un peu vraiment proche du terroir, puisqu'ils ont construit un réseau avec plein de producteurs de l'IGP Petit Épaule de Haute-Provence pour assurer une rémunération saine et juste pour tout le monde et produire un whisky qui soit le plus qualitatif possible. Donc là, clairement, c'est aussi un truc à suivre. Ouais. Super, bon, on suivra. En vrai, Joker. Non, je peux pas parce que je m'arrêterai jamais. Mais en vrai, il y en aurait, parce que je pense à tous ceux que j'ai pu croiser dans le projet du bouquin. Et en fait, des projets passionnants en France, il y en a plein. Je dirais juste un petit conseil, c'est que je pense que où que vous soyez ou où que vous partiez en vacances aujourd'hui, il y a au moins une distillerie de whisky dans le coin, c'est sûr, il y en a partout. Moi-même cet été en vacances, j'ai découvert 2 nouvelles distilleries par hasard de whisky.
Donc ça vaut la peine de l'avoir en tête et d'aller rencontrer ces gens-là. On est à une époque du whisky français où on peut encore parler aux maîtres distillateurs, aller dans les chais, voir les alambics. Donc il faut en profiter, puisque la catégorie se structurant, petit à petit, c'est des choses qui seront... il faudra passer par un visitor center où ce sera tout simplement plus accessible. Super. Donc voilà, j'invite vos auditeurs à aller à la rencontre des producteurs de whisky français. Génial. Pour finir, quelle est ta plus grande claque de dégustation sur un whisky français ? Du coup, je vous avais dit que j'avais commencé par le fût 103 de Huberard. Jean Metzger, le chef du projet whisky à la distillerie Bertrand, m'en avait gardé un petit peu. Et alors, je pense qu'il y a toujours une part d'émotionnel dans la dégustation. Et du coup, ce whisky ayant une place très importante dans mon parcours, pour moi, il tient toujours le haut du pavé. Ça reste toujours l'expérience de dégustation la plus dingue que j'ai eue en France. Mais voilà, parce qu'il y a une dimension, je pense, émotionnelle. Faut pas penser qu'on est objectif dans la dégustation, ça n'existe pas. On a sorti plus trouvable un single cask dans la gamme version française, qui est son jumeau, qui est le fût numéro 105, et qui a un total ovni aussi, donc je recommande. Et dans les claques, actuellement, là, on a mis en bouteille récemment un produit qui va sortir très prochainement, qui est un produit de 2003, qui a 20 ans, qui est issu d'un alambic plus qu'artisanal. Et ça, c'est clairement, quand je l'ai dégusté dans le fût, c'était une grosse claque, et donc j'espère que ça convaincra aussi tous les dégustateurs qui se pencheront dessus. Super teasing. Voilà. Écoute, merci Mathieu pour ce superbe voyage et cette initiation au whisky français. C'est aussi une très belle invitation à découvrir toutes ces distilleries, tous ces producteurs et aller les visiter. On rappelle que tu es l'auteur d'un très bel ouvrage qui sort là fin septembre 2023. Une brève mais intense histoire du whisky français. C'est édité chez Flammarion et on le retrouve en librairie, naturellement. C'est vraiment un très beau livre à offrir ou à s'offrir. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.